Madame Elsa Godard, donc notre lauréate, nous impressionne par le vaste champ qu'elle explore. En effet, Madame Elsa Godard soutient en 2005 un doctorat en philosophie à l'université Paris IV Sorbonne sous le titre « L'être sincère, de l'émergence à la réhabilitation d'une métaphysique de la sincérité ». En 2011, un second doctorat en psychologie à l'université Louis Pasteur de Strasbourg sous le titre « La volonté inconsciente, la question d'une volonté sans sujet ». Puis, en 2017, elle soutient son habilitation à diriger des recherches à l'université Paris-Cité, telle qu'on la nomme aujourd'hui, sous le titre « Les métamorphoses du sujet à l'ère du virtuel, du sujet philosophique au sujet psychanalytique ». Madame Elsa Godard devient en 2003 membre permanent au laboratoire interdisciplinaire d'études du politique Hannah Arendt de l'université Gustave Eiffel et ajoute alors à sa réflexion la question du sujet politique qui vient embrasser la dimension éthique de ses recherches. Ce qui frappe à la lecture de son CV, outre son approche interdisciplinaire dont tous les chercheurs mesurent la difficulté intellectuelle, c'est son expérience pédagogique qu'elle déploie auprès de nombreux étudiants comme chargée de cours à Sciences Po Paris sur la métacognition dans les apprentissages scolaires, au séminaire éthique et numérique à la Salpêtrière, dans le cadre du DU Addiction, clinique des risques et dépendances et du DU Cyberpsychologie à l'université Paris-Cité, mais aussi comme responsable pédagogique du DU d'éthique médicale et hospitalière à l'EPS de Ville-Évrard, à l'université de Gustave Eiffel. Madame Elsa Godard est sans doute une enseignante-chercheur pour qui les échanges avec les étudiants qu'elle suit, dans le cadre de masters de recherche ou en doctorat, sont très importants et d'un enrichissement réciproque. Il me semble qu'elle a ce souci permanent de transmettre. En témoignent également ses nombreuses conférences nationales et internationales, ses publications, 13 ouvrages, une vingtaine d'articles dans des revues académiques, la direction d'un ouvrage collectif et des contributions à des ouvrages pédagogiques. Je ne peux citer ici tous les titres de ses conférences et publications. Je voudrais citer plus particulièrement son dernier ouvrage, Métamorphose des subjectivités, publié en 2020 aux éditions Hermann, parce qu'il est une trilogie rassemblant ses deux thèses et son habilitation universitaire, soit plus de 18 ans de recherche, où elle porte une attention à l'émergence de nouveaux étoiles produits par le contemporain et met en place une psychopathologie de la vie hyper- et cybermoderne. Je ne peux terminer cette présentation, on m'a demandé qu'elle soit très succincte, de Madame Elsa Godard, sans citer le livre qui nous rassemble tous ici, Éthique de la sincérité, survive à l'ère du mensonge, publié chez Armand Collin en 2020. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce livre, qui montre toute la difficulté d'être sincère. On aborde beaucoup tous les concepts, tout ce concept en le comparant à d'autres concepts. Mais surtout, il nous renvoie de nombreux questionnements, laissant à chacun, et c'est ce que j'aime dans votre livre, la possibilité d'un cheminement. Je voudrais vous dire, Madame Elsa Godard, que vous m'avez touchée par votre livre, qui m'a laissé entrevoir une femme passionnée par ses recherches et ses enseignements. Et dire à tous que si le livre s'appuie sur une riche bibliographie, elle n'alourdit pas la lecture de l'ouvrage. Je ne peux que vous encourager tous à le lire, et surtout à l'ère du mensonge. Je n'ai plus qu'à laisser la parole à Madame Elsa Godard pour qu'elle nous expose sa vision de l'éthique de la sincérité. Merci infiniment, chère Edwige. C'est avec beaucoup de joie, de gratitude et d'émotion que j'accueille ce trophée 2022 de la recherche en éthique. Avant toute chose, je tiens à remercier vivement les membres du jury et les organisateurs de cet événement, puis Corinne Ergas, mon éditrice pour Armand Collin, ainsi que toute son équipe, car on ne fait jamais un livre toute seule ou tout seul. Je transmets également toute ma gratitude à mes étudiants, d'ailleurs ici présents pour certains, mes patients et l'ensemble de mes différents auditoires pour avoir inspiré nombre de mes travaux en éthique. Enfin, et ce sera mon seul trait d'humour ce soir,
J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui, à force de pratique, élèvent l'hypocrisie et l'insincérité au rang d'un art, et qui, en cela, m'ont beaucoup appris. C'est toujours en temps de crise qu'une société convoque l'éthique. Et de l'éthique, aujourd'hui, on semble en faire à tout va. Dans le milieu hospitalier, bien sûr, mais aussi dans les entreprises, dans différentes institutions. On fabrique des produits éco-responsables, on consomme de manière éthique. On développe des chartes éthiques qu'on accroche sur des murs où aucun regard ne viendra se perdre. Éthique semble être le mot magique grâce auquel on légitime soudainement nombre de nos comportements. En clair, si c'est éthique, alors il n'y a plus de problème de conscience morale. Si c'est éthique, c'est forcément bien. Mais qu'est-ce à dire, faire de l'éthique ? Serait-elle désormais réduite à une sorte de blanc-seing qui éviterait d'avoir à justifier nos actes et nos choix, en se contentant de son côté prescriptif ? Une sorte de garant moral, un prétexte à ne plus penser, nous assurant de bien agir. C'est peut-être là que se pose l'un des problèmes majeurs de notre société contemporaine, en crise. Le vide de réflexion autour de la question du bien. Ce n'est pas que la notion de bien ait disparu, ni qu'elle soit définie d'une certaine manière, s'agissant par exemple du bien au sens kantien ou encore au sens aristotélicien, que la manifestation d'une sorte d'indifférence, voire d'inanité jusqu'à l'oubli de l'idée même de bien. Est-ce au profit de la satisfaction du seul intérêt ? De telle sorte qu'au fondement de nos actions ne se trouve plus la question de savoir comment agir en vue d'un certain bien, mais celle de savoir comment agir pour satisfaire au mieux l'intérêt, qu'il soit personnel ou collectif. Dans un tel contexte, on peut être un salaud et très bien faire de l'éthique. Le bien est devenu une valeur désuète, poussiéreuse, puante, presque suspecte. On le ressort du placard qu'en cas d'extrême incertitude. Mais alors, à nouveau, que vaut l'éthique dans un monde où la question du bien a si peu d'importance ? Dans un monde où la matérialité a plus de pouvoir que l'immatérialité, où le rendement et la réalisation des objectifs sont plus importants que de défendre la valeur humaine, dans un monde régi par la certitude et que le questionnement et le doute affolent. Dans un monde où vivre en vue d'un certain bien n'est donc pas rentable, alors pourquoi continuer à le chercher ? Toutefois, il ne faudrait pas oublier que le bien est aussi ce qui éclaire la vérité. Privé de cette lumière, que représentent le bien et la vérité ? Le sujet cybermoderne s'accroche à des quantités de boussoles éthiques qui multiplient les règles du jeu comme autant de guirlandes lumineuses permettant d'y voir plus clair. Bien sûr, tout cela occasionne une crise du sens, une crise du progrès, une crise sociale, une crise politique, une crise du travail, une crise personnelle. Bien sûr, tout autour de nous, c'est le flou et la confusion. Bien sûr, cet épais brouillard trouble, inquiète, a peur, angoisse, au point de paralyser et d'enrayer tout esprit d'analyse. La multiplication des impératifs éthiques égare plus qu'il n'oriente. Ne pas oublier, au contraire, que l'éthique, ça ne devrait jamais être autre chose que se poser la question jusqu'à la torture du bien. Or, les credos éthiques en tout genre dont on est aujourd'hui affublé, qui cherchent des réponses au lieu de poser des questions, qui sont oublieux du bien au profit d'une résolution rapide, finissent par arracher au sujet ce qui le rend vraiment sujet, sa responsabilité. Alors oui, la société est en crise, mais l'éthique l'est tout autant. Comment doit-on agir quand on n'a pas la connaissance nécessaire pour bien juger, pour bien faire ? Comment agir quand on est égaré dans l'obscurité et qu'on doit cependant décider ? Doit-on se fier à ces injonctions éthiques en tout genre et appliquer sans sourciller les règles de bonne pratique et de bonne conduite ? Doit-on participer à cette culture de l'impensé et de la pseudo-certitude ? Ou alors, doit-on prendre le risque majeur de douter, d'ignorer, d'interroger ? Doit-on, en d'autres termes, prendre le seul véritable risque qui soit, se risquer soi-même totalement au regard de la vie ? Quand on est face à la vie elle-même, tout comme face à la mort d'ailleurs, il n'est plus possible de tricher, de fuir. Cela en appelle à une pleine et entière responsabilité, à être radical. C'est là qu'intervient l'éthique de la sincérité. Qu'est-ce qu'une éthique de la sincérité ? Rappelons brièvement que la sincérité se définit comme le fait d'être en adéquation avec soi-même. Elle implique de facto la question de la connaissance de soi. Or, le travail d'introspection est une quête indéfinie, comme tout un chacun le sait. Il ne faudrait peut-être, et encore sans aucune certitude, toute une vie pour pouvoir dire qui l'on est vraiment. Sans compter que plonger au cœur de soi n'est pas chose aisée.
De même, cela implique une constance, une rectitude, une droiture vis-à-vis de soi-même. L'éthique de la sincérité s'appuie donc sur ces 3 grandes vertus, le courage, l'humilité et l'engagement. Être en adéquation avec soi-même, ou encore être aligné mais en cohérence, la pensée, la parole et l'acte. Elle est donc une pratique qui m'engage dans l'existence, aussi bien vis-à-vis d'autrui, du monde, que de moi-même. C'est précisément lorsqu'on s'interroge sur la manière dont on doit se comporter qu'émerge la question de la sincérité. Je peux faire le choix de fuir cette question et de plonger dans la mauvaise foi qui est aussi mensonge à soi-même. Ou alors, avec courage, aller jusqu'au bout de la question et prendre le risque de moi-même comme celui de la vérité, comme celui de la vie. En ce sens, l'éthique de la sincérité répond toujours à une seule question. Quel genre d'être humain voulons-nous être ? Alors bien sûr, il y a une sorte d'inconditionnalité dans le fait d'être soi, comme si l'assise subjective rendait raison de tout. C'est comme ça que je suis, je n'y peux rien, c'est moi. Et il est très clair que la sincérité implique une position amorale. Être soi, ce n'est ni bien ni mal, c'est un fait. Mais qui que l'on soit, la sincérité est ce regard sur soi et sur nos actes. Elle est regard de la conscience qui interroge, et en cela, elle en appelle à une pleine et entière responsabilité. L'éthique de la sincérité nous place en situation d'une pleine et entière responsabilité du fait d'être humain. Un face-à-face avec soi-même, avec notre présence humaine devant lequel il n'est plus possible de détourner le regard. Aussi, si je choisis de me comporter comme un salaud, je ne le ferai pas par indifférence, par mimétisme ou par conformisme, je le ferai par choix. Dès lors, je peux agir comme quelqu'un de bien ou comme un salaud, mais dans tous les cas, il me faudra pleinement l'assumer. J'en serai totalement responsable, je l'aurai choisi avec tout ce que je suis. C'est donc au choix et à la décision que nous convie la sincérité, et avec elle, évidemment, la liberté et la responsabilité. Car au final, au crépuscule de notre existence, n'aura-t-on jamais à rendre de compte qu'à soi-même ? Je pense à mes nombreux étudiants en éthique, ou encore à ces décisionnaires que j'accompagne depuis plus de 20 ans. Des situations irrésolues pour lesquelles nous serions bien en peine de déterminer la bonne manière d'agir, la bonne conduite à adopter, d'y apposer des règles ou pire des lois. Je pense à ce principe d'incertitude qu'est l'indécision et qui nous précipite aux abords du gouffre. Je pense à la vulnérabilité intrinsèque de l'être nu qui ignore tout, qui ne sait rien, qui ne sait pas et qui doit décider pour autrui, pour la vie d'autrui. Je pense à la vérité qui ne se révèle que dans cet acte radical du dénuement humain et de l'indigence. Je pense aux situations extrêmes que sont les choix contraints et que j'ai longuement analysées dans un de mes derniers ouvrages, et qui retranche la sincérité jusque dans ses plus lointaines contrées. Mais plus encore, dans des situations délicates et des dilemmes, l'éthique de la sincérité est une pratique au quotidien qui nous invite à réfléchir non seulement sur le fondement de nos actes, mais aussi et surtout sur leur finalité. L'éthique de la sincérité, en nous confrontant à nous-mêmes, oblige à la responsabilité, je n'ai cessé de le dire, et c'est en cela, par la responsabilité, qu'elle en appelle à réfléchir à tout moment au bien fondé de nos décisions et de leurs conséquences. Si l'éthique de la sincérité est par essence amorale, je le disais aussi, en revanche, elle nous confronte brutalement, parce qu'elle nous confronte à nous-mêmes, parce qu'elle nous confronte au choix, à la question du bien. Et si je décide de mal me comporter, alors je le ferai pleinement, librement. Il me faudra aussi donc pleinement l'assumer. De ce point de vue, l'éthique de la sincérité impose d'avoir une réflexion sur le bien et d'adopter un comportement en cohérence. Elle est donc, par cette exigence de vérité, et ce, quelle que soit cette vérité, une réponse possible sans prétention, sans orgueil ni illusion, dans une finalité sans fin, à cette crise que nous traversons. Et parce que cette éthique nous engage totalement en tant que sujet, qu'elle est aussi et toujours politique. Une réflexion sur le bien de nos actes doit correspondre à une réflexion sur le bien de notre société. Et par la pratique de cette adéquation entre le penser, le dire et le faire, refonder l'idéal antique de bien commun. Peut-on faire de l'éthique en détournant les yeux ? Il y a donc 3 enjeux à pratiquer une éthique de la sincérité. La décision libre, l'absence de remords et de regrets, et une certaine définition du bien, quand on entend par le bien le fait d'être à sa place dans cette existence, alors même que cette place serait mouvante.
En ce sens, il s'agit bien d'une éthique de l'inconfort, qui déstabilise, qui interroge, qui questionne, qui remet en cause. C'est pourquoi elle peut s'apparenter à la pratique du scrupule. Étymologiquement, scrupulus, le scrupule, désigne ce caillou pointu dans la chaussure qui nuit à la marche et empêche d'avancer. Abstraitement, il désigne un embarras, un inconfort moral, un souci. Alors, on l'aura compris, l'éthique de la sincérité est une éthique de l'inconfort, comme devrait toujours l'être l'éthique. Ne pas nous laisser tranquilles, nous piquer au vif, mordre la conscience, pratiquer cette morsure morale qui nous oblige à nous arrêter sur le chemin de nos certitudes et qui nous rappelle aussi, par cette petite douleur, le caillou dans la chaussure, que l'on est toujours vivant de l'intérieur. Un sujet vivant et terriblement humain. Pour conclure, rappelons que le terme de crise est intéressant à plus d'un titre. Hérité du latin crisis, il est une phase prise dans un processus d'évolution, de transformation. C'est donc un moment transitoire, un entre-deux-temps. Du point de vue médical, la crise s'entend comme la manifestation brutale d'une maladie ou encore comme l'aggravation d'un état. Puis d'un point de vue du sujet, la crise est un malaise profond, causé par des transformations physiologiques, psychologiques ou sociales. En revanche, l'étymologie grecque de crisis élargit le sens à un jugement ou encore à une faculté de choix. Or, l'éthique, plus encore qu'une affaire de valeur ou de jugement de valeur, parce qu'elle émerge toujours en situation de crise, n'est-elle pas toujours qu'une question de choix? Et quelle éthique dès lors, sans sincérité? L'éthique de la sincérité est donc une réponse possible à la crise que nous traversons aujourd'hui. Cette éthique, cette manière d'être au monde, ne permettra jamais de prendre la meilleure décision, mais simplement la meilleure décision possible, mais simplement celle avec laquelle nous pourrons le moins mal vivre. Et ce, quelles qu'en soient les conséquences. Elle invite à tout moment à nous interroger sur la finalité et les conséquences de nos actes. Elle est en cela ouverture constante sur la question du bien, mais aussi en nous rappelant de manière permanente à la responsabilité, elle préserve en chacun de nous notre liberté et notre qualité de sujet. Quand la crise survient, on ne s'y attend jamais. Elle est aussi ce qui nous rappelle que l'on a le choix et qu'on a des choix à faire, des décisions à prendre. Elle est là, on doit y faire face pour ne pas sombrer. Par la rupture qu'elle occasionne, elle met en mouvement, elle met en vie. En cela, elle nous invite à réfléchir sur notre position d'humain et à nouveau à répondre à cette lancinante question. Au cœur de l'incertitude que constitue le fait même de vivre, quelle espèce d'être humain voulons-nous être? Je vous remercie.